Nous avons été interpellés par une étude de l'UC Louvain qui s'est penchée sur le culte de l'enfant roi et ce constat de risque pour la démocratie. Une analyse hautement intéressante dont les résultats sont publiés par ailleurs dans la revue scientifique Social Sciences. Et pour nous en parler, un chercheur qui fait partie de l'équipe scientifique à l'origine de l'étude, puisque vous êtes trois. Bonjour Serge Dupont. Oui, bonjour. Vous nous avez rejoint dans ce studio de BX1. Merci. Vous êtes chargé de cours et invité à la faculté de psychologie de l'UC Louvain. Avant d'aller peut-être plus en profondeur sur cette analyse, on va peut-être rappeler qu'en 130 ans, pratiquement, l'enfant est passé de statut de petite personne un peu négligée à ce qu'on appelle aujourd'hui ce culte de l'enfant. Donc cet enfant qui a vraiment une place centrale dans la famille. On rappelle aussi qu'il y a eu un vote contre le travail des enfants, c'était en 1889. Alors aujourd'hui, on a poussé un petit peu trop à l'extrême, justement, à la place de l'enfant dans la société. Donc oui, ça c'est l'hypothèse qu'on a voulu explorer dans notre article avec mes deux collègues. Donc on a constaté qu'il y avait une évolution dans la façon dont on se représentait l'enfant, alors qu'il avait été méprisé, comme vous l'avez dit à juste titre, et négligé. On peut retourner très très loin dans l'Antiquité. Aujourd'hui, il est clair, et ça se traduit dans toute une série d'accords internationaux, que l'enfant doit être protégé, que son intérêt doit être placé au-dessus de tous les autres. Et nous, on a traduit ça par le concept du culte de l'enfant. Et donc, on s'est intéressé précisément aux conséquences de telles pratiques. Ce qu'on appelle plus communément l'enfant roi, le culte de l'enfant roi. L'enfant roi, ce serait une conséquence alors de cette sacralisation effectivement de l'enfant. Alors il y a évidemment beaucoup de bénéfices par rapport à cet enfant roi. C'est qu'en effet il a des choses à dire, des choses à faire, il est au centre des attentions. Mais vous, ce que vous avez eu envie aussi de relever, c'est plutôt le côté négatif, en tout cas d'après votre étude, et à commencer du côté de l'adulte aussi. Donc, alors effectivement, c'est un phénomène complexe, on ne vient pas avec des réponses définitives, mais on a voulu souligner également les impacts potentiellement négatifs de pratiques qui seraient exclusivement centrées sur l'enfant, où on serait attentif à son bien-être, à l'écouter et à le protéger. Et alors imaginez les parents qui essayent de se comporter de cette manière-là. Il est clair qu'un des risques principaux, disons, c'est qu'il se retrouve épuisé. Parce qu'il doit se rapprocher, prendre en considération, leur donner une place conséquente que les enfants n'avaient pas dans le passé. C'est le cas aussi pour les professeurs qui sont toujours plus encouragés à prendre en compte le point de vue des enfants, à les écouter, à être attentifs à leur bien-être. Donc c'est une hypothèse ici qu'on a explorée et qui mériterait bien sûr d'être confirmée. Oui. Et donc ça veut dire qu'on met trop de pression aujourd'hui également sur les parents en tant qu'individus aussi ? Donc, j'ai parlé il y a par exemple en 89 une convention internationale pour les droits de l'enfant qui s'est traduite en Europe, si vous voulez, par le concept de parentalité positive. Donc, aujourd'hui, il est clair qu'il y a un discours dominant qui consiste à dire rapprochez-vous de vos enfants, prenez en compte leurs besoins, écoutez-les. Et en conséquence de quoi, oui, effectivement, les parents aujourd'hui se sentent pressurés, surveillés. Les États signataires, par exemple, de ces conventions peuvent intervenir dans le cas où les parents ne se comportent pas comme ils devraient le faire à l'égard de leurs enfants. Donc, effectivement, il y a une pression toujours plus importante sur les épaules des parents. Et notre hypothèse, c'est que ça peut être lié aussi au burn-out des parents, qui est un phénomène qui touche quand même 9% des parents. Et qui est assez nouveau, on n'en parlait pas il y a quelques années de ce burn-out parental. C'était quelque chose d'inexistant. Effectivement. Donc mes deux collègues, Moira Mikolajak et Isabelle Colleg, c'est celles qui ont créé le concept du burn-out parental. Et donc ça, c'est un argument qu'on a utilisé dans notre étude. C'est dire, voilà, c'est un phénomène qui a pris énormément d'importance, tant dans les débats publics, mais également dans le débat scientifique. Et on a d'autres études rétrospectives où on a interrogé des parents d'autres générations et on constate, c'est des données préliminaires, qu'a priori ce serait nettement moins présent le burn-out chez ces générations de parents antérieures. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a mis un mot sur ce phénomène, le burn-out. On ne parlait pas de ce mot il y a quelques années, mais probablement que ça existait déjà. Mais ce que vous avez pu constater, c'était vraiment bien moindre par rapport à aujourd'hui. Clairement, a priori, d'après vos témoignages, c'est clairement le cas. A priori,
priori, c'est un phénomène qui concernait moins de parents à l'époque qu'aujourd'hui, et qui serait peut-être la résultante de cette pression toujours accrue sur leurs épaules. On parle des parents, on parle des professeurs aussi, et c'est vrai qu'ils ont pas mal de choses sur les épaules, on en parle régulièrement, et d'où peut-être aussi ces burn-out de professeurs aussi, avec cette pénurie de professeurs, on en parle de plus en plus dans la presse, encore maintenant en cette fin d'année, puisque certains examens sont annulés pour ces raisons-là. Qu'est-ce qu'on peut dire alors du côté de l'enfant lui-même, qui finalement n'a rien demandé, il n'a pas demandé cette évolution, même si c'est bénéfique pour lui. Comment est-ce qu'on analyse du coup la situation de l'enfant dans cette... Ici, nous on a fait une revue de la littérature des pratiques parentales qui se rapprochaient le plus, selon nous, de ce qu'on a appelé le culte de l'enfant, c'est-à-dire privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Différentes conséquences. Donc, imaginez un enfant dont les parents sont toujours attentifs à ses besoins, qui vont essayer de le protéger, qui vont l'empêcher d'explorer seul la rue, de vivre dehors, etc. Qu'est-ce qu'on constate? C'est des enfants qui sont plus sensibles à des pathologies mentales. Par exemple, ils vont être davantage dépressifs, ils vont développer plus de symptômes anxieux. Et quand ils seront arrivés à l'âge adulte, ils auront plus de difficultés à affronter les épreuves de l'existence. On les a trop protégés, en fait. On les a trop protégés, on les arme pas suffisamment à affronter... Et d'autant plus que c'est les parents qui ont tendance à résoudre les problèmes de leurs enfants, à les surprotéger. Et par conséquent, l'enfant n'apprend pas. C'est pour ça qu'on disait dans la conclusion de notre communiqué, il faut aussi les laisser respirer et surmonter des épreuves par eux-mêmes, sans la présence parfois étouffante des parents. Un autre aspect important, c'est le narcissisme et l'individualisme. L'enfant qui est objet d'un culte qu'on va mitrailler de photos depuis sa naissance, qu'on va écouter systématiquement à table, projetez-vous dans le futur. Comment risque de devenir cet enfant? Évidemment, il aura tendance à penser que le monde tourne autour de lui, qu'il est le centre du monde, et par conséquent, il aura du mal à se relationner avec les autres, mais également avec le monde qui l'entoure. Et donc ça, c'est un autre élément qu'on souligne. Ça reste toujours hypothétique, mais c'est des risques qu'on identifie de ce genre, consécutifs à ce genre de pratiques parentales. C'est quand même une étude qui bouscule un petit peu, finalement, les données actuelles, enfin, la société telle qu'elle existe aujourd'hui, et peut-être toute la psychologie autour de tout ça depuis de nombreuses années. Depuis François Dolto, en fait, quasiment. Et effectivement, alors nous, dans le parti historique, on évoque Françoise Dolto, c'est cette idée, elle a fait son émission de radio fameuse où elle écoutait les enfants, il fallait leur laisser la parole, etc. Et nous, on dit, mais voilà, peut-être qu'on a basculé dans un extrême et qu'on a... le risque, c'est qu'on perd de vue la finalité de l'éducation, qu'en se rapprochant trop de l'enfant ici, ça se retourne contre les enfants, 2, contre les parents, et en fin de compte, contre éventuellement la société. On voit par exemple dans des sociétés comme la Chine qui a fait la politique de l'enfant unique pendant des années aussi que les enfants uniques de l'époque et qui sont devenus adultes ne veulent plus forcément avoir d'enfants. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose aussi ici? Parce que justement on est enfant unique, on est narcissique, on est le centre de l'attention. Oui, donc là on spécule un peu, mais c'est intéressant. Il y avait un essayiste chinois, Liu Xiaobo, qui a réfléchi à cette question. Il a dit, mais tiens, quelles seront les conséquences de cette loi de l'enfant unique? Et il a appelé ça les petits empereurs, il les appelle. Et donc c'est des enfants qui sont extrêmement centrés sur eux-mêmes, sur leur plaisir, le bien-être, et qui seront évidemment acritiques. Entre guillemets, ça va arranger le pouvoir, parce qu'à partir du moment où vous pensez uniquement à votre bien-être, vous n'allez pas développer une critique par rapport au gouvernement qui nécessiterait également un sacrifice. Et alors effectivement, un enfant qui grandit de cette façon-là, qui va systématiquement privilégier son bien-être, on pourrait faire l'hypothèse que des enfants, c'est plus quelque chose d'embarrassant, de lourd, de pénible, qui pourrait entraver leur bien-être. Donc, mais là, on fait des hypothèses. Vous parlez d'un risque clair pour la démocratie, quand même, cet enfant roi. Alors, donc voilà, si l'école essaye de toujours plus se rapprocher de l'enfant, si les parents essayent toujours plus de se rapprocher de l'enfant, les risques, bien sûr, c'est que l'enfant devienne individualiste, qu'il manque de compétences critiques, parce qu'il y a un déficit de connaissances. En Belgique, c'est particulièrement manifeste, par exemple, dans les études internationales Pearls, vous voyez, on est dernier d'Europe, ou même une étude, l'appel pour une école démocratique, où ils ont montré que les connaissances climatiques des jeunes étaient très très faibles en Belgique, alors même qu'ils ont étudié ça dans les programmes et qu'ils sont supposés être intéressés par ces questions-là. Oui, on l'a vu avec les marches climat ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. Donc, a priori, on pourrait penser qu'ils sont particulièrement intéressés par le sujet, mais quand on regarde les connaissances concrètes qu'ils ont, par exemple l'effet de serre, il n'y a que 13% d'entre eux qui comprennent
Alors qu'on l'apprend aussi à l'école, c'est ça qui est quand même fou. Mais donc ça veut dire qu'on est moins exigeant en termes de maîtrise des connaissances de base. Moi, c'est une hypothèse. Et alors là, évidemment, si vous avez une démocratie qui se retrouve peuplée d'individus narcissiques qui manquent de connaissances, qui sont fragiles d'un point de vue psychologique, bien sûr, ils pourraient être séduits par les charlatans, les prophètes, les nationalistes, les populistes, etc. Et c'est pour ça qu'on estime, mais de nouveau, ce sont des hypothèses, qu'il y a un danger potentiellement à trop se rapprocher des enfants. Et ça veut dire qu'il faut trouver une solution, surtout un nouvel équilibre alors. C'est votre conclusion. C'est un peu la conclusion de notre étude. Voilà, avec une présence moins étouffante des parents. Aussi, laisser aux enfants la possibilité de vivre des expériences par eux-mêmes et surtout pas perdre de vue, disons, la finalité de l'éducation. Le bonheur immédiat de l'enfant n'est peut-être pas le bonheur futur de l'adulte ou même de la société. Donc c'est un équilibre entre un cadre ferme mais juste, pas d'humiliation, de punition, etc., mais aussi de la bienveillance. Donc on estime qu'il faut faire une synthèse entre ces deux approches. Merci en tout cas d'être passé par chez nous dans ce studio de BX1. Serge Dupont, merci d'avoir expliqué, exploré donc cette étude avec nous. Bon après-midi. À vous également. Merci.